Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau TV au Silmo en compagnie d'opticiens qui font de leur point de vente un magasin incontournable. Face à la multiplicité des magasins en optique, ils ont choisi de se différencier sur le service, sur les produits. On va en parler tout de suite avec eux. J'accueille Marc Pergonnier, Opéra Vision à Paris. Bonjour. Bonjour, c'est Opéra Vision, l'opticien du sport. L'opticien du sport. Très bien. Rodolphe Martin, vous êtes opticien à Lyon, le magasin s'appelle Vue d'Artiste. Tout à fait, Bonjour. merci. Charles Moza, Pour vos beaux yeux, à Paris et à Nice. C'est ça. Et Monsieur Nguyen, pour Bar Optical à Paris. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Monsieur Nguyen, je vais commencer par vous. Votre concept est le plus récent des quatre ici présents. Quand avez-vous lancé le Bar Optical? Alors on a lancé le concept mi-mai, exactement. Très bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ce concept de magasin? Un petit ras-le-bol de la profession. C'est-à-dire qu'on a déjà une boutique qui est vraiment plus classique, qui vend des montures créateurs dans un salon et on a arrêté. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. D'accord, excusez-moi. Donc en fait, on a décidé d'arrêter les montures à cause de la guerre qu'il y a autour de ces produits et vraiment s'axer sur le professionnel de santé, sur le verre. Donc si on comprend bien, voilà, que des verres. Donc les gens viennent chez vous avec leur monture et vous montez les verres à leur vue. Tout à fait. Le slogan, c'est « Venez avec vos montures, nous ne changeons que les verres ». Très bien. On va voir quelques photos de votre point de vente. Oui. Est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu votre agencement? Alors là, vous avez tout simplement l'îlot central qui est construit avec des palettes. Donc on a vraiment essayé de minimiser les coûts sur l'agencement de la boutique sans forcément faire des conséquences sur le côté déco. Parce que pour pouvoir baisser les prix des verres, on avait la seule solution, c'est baisser les coûts, les charges. Donc l'agencement, la création d'une boutique coûte assez cher. Donc on a vraiment tout minimisé. Donc oui, on voit que c'est très épuré. Vous avez que 20 mètres carrés exactement. 20 mètres carrés sur laquelle vous avez justement l'îlot central pour l'espace de vente. Et vous avez une cuisine sur laquelle on fait justement le taillage des verres. D'accord. Et donc vous êtes situé où sur Paris? On est au 13 rue Oberkampf. C'est un quartier assez central? Plutôt. On est surtout dans un côté vraiment bobo où les gens cherchent vraiment à, disons, faire plus des économies et aussi du recyclage. Monsieur Martin, vous êtes également un jeune opticien. Ouvrir un magasin en cette période un peu trouble ne vous a pas fait peur? Non, absolument pas. Au contraire, il faut essayer de créer un nouveau concept. Donc se différencier, ça vous est apparu comme une nécessité? Exactement. À l'heure actuelle, je pense qu'il faut vraiment créer l'impulsion par des choses qui changent. Donc est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu plus votre concept? Bien sûr. Si vous voulez, moi à la base, je suis musicien, je suis cinéphile. Et quand je suis arrivé en école d'optique, je me suis aperçu qu'on pouvait avoir de très jolis produits de créateurs. Et je me suis dit pourquoi pas allier les passions au métier. Et quand l'opportunité m'est venue de monter ce magasin, je me suis dit faut absolument que j'allie les trois. Et donc forcément l'idée c'est de vendre, de proposer des produits qu'on peut voir dans les films, qu'on peut voir sur des artistes. D'où le nom du magasin, Vue d'Artiste. D'où Vue d'Artiste. Très bien. Donc on va voir également quelques photos de votre point de vente. Vous avez adapté votre décoration. Est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots? Bien sûr. Alors là, par exemple, on voit la devanture. Il y a marqué lunettes en gros. Donc ça, c'est un petit peu le fait du hasard, parce que quand on a enlevé le panneau principal qui recouvrait cet endroit, il y avait marqué chaussures en grosses lettres. Je me suis dit, je vais marquer lunettes après tout. Là, on voit l'intérieur. Voilà. Donc là, vous avez des meubles qui sont en formica. C'est des meubles d'époque. Au sol, on a des carreaux de ciment. Donc c'est vrai que ça donne un côté assez authentique. Et c'est les carreaux qu'il y avait déjà dans le magasin à la base. Donc j'ai fait beaucoup de travaux et je les ai retrouvés sous une dalle de béton. Donc voilà, on essaie de jouer beaucoup sur le côté un petit peu rétro pour donner une ambiance feutrée, agréable. Merci. Monsieur Moza, oui. bonjour. Vous êtes un opticien plus expérimenté. Vous avez eu plusieurs magasins. Quelle est votre philosophie de l'optique ? Alors ma philosophie, ça a toujours été un petit peu d'offrir aux porteurs de lunettes une exclusivité sur des produits qui seraient venus chercher chez moi, qui avaient une forme de respect de leur personnalité. Donc j'ai commencé par les créateurs, comme pas mal de gens à mon époque. Les premiers créateurs, à l'époque, Alain Micli a été un peu celui qui ouvrait la voie. Et j'ai créé comme ça deux magasins. Et ensuite, au moment où j'ai eu l'impression que
il y avait moins de créativité dans la fin des années 2005-2008. Il se trouvait que j'avais une collection de lunettes que j'avais accumulée au fil du temps par passion de l'objet. Et je l'ai exposée dans une de mes boutiques un instant, enfin un moment. Et ça a créé un engouement auprès de la clientèle qui voulait l'acquérir. Ça m'a au départ un peu surpris. Finalement, je me suis dit c'est peut-être un marché. J'ai commencé à rechercher des stocks anciens qui étaient... ma volonté, c'était de trouver que des produits neufs. Donc, il se trouvait qu'encore à l'époque, il y avait des stocks dans les usines qui avaient été invendus. Donc, j'ai fait l'acquisition de pas mal de ces lunettes. Et ça a d'abord été une partie de mes magasins créateurs. C'était, on va dire, un rayon. Et ensuite, on a créé des boutiques précisément dédiées à ça. Allô. Vous avez un positionnement ciblé, vous avez choisi donc de faire du vrai vintage. Du vrai vintage, voilà, authentique. Très bien. On va voir également quelques photos de votre magasin situé à Nice. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques commentaires ? Ben là, ce magasin, comme vous le voyez, il y a marqué chemiserie bonneterie. C'était une des plus anciennes chemiseries bonneteries de Nice. D'expérience, mes parents allaient s'y fournir pour acheter les produits qui étaient vendus dans ce magasin. Donc c'était quelque chose qui existait depuis 1929. Donc vous avez gardé la devanture. J'ai gardé la devanture et l'intérieur, même les comptoirs sont anciens. L'ossature, le rayonnage qu'on a adapté à l'optique était le rayonnage de la chemiserie. Oui, là on voit des photos de l'intérieur du magasin. Après, bien sûr, on a éclairé de façon différente pour mettre en valeur nos produits. Monsieur Bergonnier, donc vous, comme vous nous le précisiez tout à l'heure, c'est l'optique de sport, située en plein cœur de Paris. On ne peut pas faire plus central, hein, voilà, l'Opéra, donc effectivement, oui. Pourquoi avoir fait ce choix ? Le choix, ça remonte à 25 ans, ce choix. C'est au moment de s'installer. J'ai repris la bonne idée de mon prédécesseur, hein, qui faisait de l'optique de sport depuis déjà une vingtaine d'années, donc de manière très généraliste. Et il avait abordé l'optique de sport à la fois côté monture, et à l'époque c'était du bricolage parce qu'il n'y avait rien, hein, il n'y avait aucune marque qui faisait des lunettes de sport, et également au niveau optique. C'est-à-dire que le sportif a deux demandes. Il a une demande mécanique, si on peut dire, d'avoir une monture bien adaptée, mais également optique. La demande d'un gars qui fait du vélo par rapport à un tireur ou à un golfeur sont des demandes différentes au niveau optique. Donc c'est important justement de combiner tous ces paramètres et donc de les adapter. Donc cette démarche, j'ai repris ce magasin qui avait déjà cette expérience, qui avait déposé un certain nombre de brevets, et on a développé ça. Et j'ai repris ça en 88 et depuis le marché du sport, de la lunette de sport a explosé, hein, entre Oakley, Bollé, après Adidas et puis après de nombreuses marques qui sont arrivées. C'est un marché en expansion ? Alors, c'est un marché qui est théoriquement en expansion, les lunettes de sport se vendent de plus en plus, donc ça c'est un fait. L'optique de sport devrait être en expansion puisqu'on a un Français sur deux qui est licencié. Dans le monde, le sport est maintenant le hobby numéro 1, donc on devrait vendre des équipements sportifs. Le problème, c'est qu'il faut savoir les vendre et il y a la manière de les vendre et que c'est pas juste parce qu'on a une lunette avec une marque de sport dessus que la lunette est adaptée à la pratique sportive. Donc il y a déjà une tromperie à ce niveau-là. Et puis après, il y a également l'équipement optique. Je vous dis, tous les amétropes ne sont pas égaux devant le port de lunettes. Et puis bon, il y a les lentilles, il y a plein de systèmes de correction et tout est envisageable. Il ne faut pas se restreindre à une marque ou un type de lunettes, évidemment, ou un type d'équipement. Donc je le disais, en plein cœur de Paris, pourquoi cet emplacement ? Pourquoi pas avoir ouvert un magasin en station ou proche Alors, c'est très simple, hein. Déjà, je suis au cœur de Paris et donc j'ai des clients qui viennent de partout en France, mais du monde entier. J'envoie des lunettes partout parce que j'ai la chance d'être facilement joignable. Des clients qui sont voyageurs, l'Opéra à Paris, c'est quand même un quartier qui est assez fréquenté. Le magasin que j'ai acheté se trouvait déjà là, donc c'est parfait. Et puis en station, d'autres le font, c'est plus réducteur. En station sport d'hiver, les sports sont un peu plus limités, un peu plus pointus. Moi, je suis très généraliste. J'ai pas de limite au niveau des sportifs. J'ai quasiment dès qu'un nouveau sport sort, forcément, j'ai un amétrope qui va arriver chez moi pour me demander si j'ai la solution. Donc, c'est très pratique d'être à Paris pour ça. Donc 4 concepts très différents les uns des autres. Est-ce que vous souhaitez réagir peut-être au concept de vos confrères ?
Monsieur Martin, Monsieur Moza, est-ce que vous avez une réaction peut-être? Bon, moi, je salue mes confrères parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va tout à fait dans ce que j'attends qu'on offre aux porteurs de lunettes, c'est-à-dire chaque fois répondre à une demande spécifique. Donc c'est vrai que le sport, moi-même je serais peut-être client de mon confrère. Le cinéma ça fait rêver, donc oui, non, je pense qu'on est... Et je n'oublie pas non plus, mais c'est vrai que les gens qui veulent équiper des lunettes et qu'ils ont déjà, qui souvent ont un complexe à aller chez l'opticien, ils nous demandent est-ce que vous avez le droit enfin est-ce que vous pouvez me remonter mes lunettes comme une grâce, et je pense qu'ils sont contents d'aller chez quelqu'un qui met ça en avant. Je pense qu'il y a une demande du public qui est très forte de l'opticien. Déjà, on est, bon, c'est très à la mode en ce moment de le dire, mais on est le seul professionnel de santé qui est accessible quasiment, enfin 6 jours sur 7. On pousse la porte du magasin, on rentre chez nous, on peut nous poser une question. On n'est pas obligé d'acheter. N'importe quel autre professionnel, on prend un rendez-vous, il faut payer. Nous, on est accessible très facilement. Donc je pense que l'immense clientèle d'Amétrope et de non-Amétrope, forcément, un jour ou l'autre, vont pousser la porte d'un de nos magasins, de vos magasins, parce qu'on n'est pas, évidemment, on a 4 exemples comme ça, mais en France, vous auriez pu faire un plateau avec 100 personnes, 200 personnes. C'est énorme. Il y a beaucoup d'opticiens qui sont très dynamiques, qui ont plein d'idées et qui partent vraiment dans tous les sens. Bon, D'ailleurs, cette émission, c'est la 3e année que nous la renouvelons et chaque année, nous avons des concepts très différents. Et je suis donc ravie de pouvoir continuer à animer ce type d'émission. Vous êtes tous indépendants également. Est-ce une condition sine qua non pour pouvoir développer ce genre de concept ? Absolument. Moi, je pense que autant pour mes voisins que pour moi, c'est important d'être indépendant pour qu'il n'y ait personne qui nous dicte ce qu'on doit prendre comme collection, notre façon de conseiller les gens. Parce qu'on a chacun notre identité, notre personnalité, et c'est vraiment important de composer avec ça. Surtout à l'heure actuelle où les gens ils recherchent vraiment quelque chose de personnalisé. Et je pense que tous les 4, et comme de plus en plus maintenant, on est voué à donner beaucoup de conseils. Monsieur Nguyen, vous souhaitiez réagir ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec mes confrères. Avant toute chose, je pense que notre métier, on est le seul métier qui est commerçant, on est aussi professionnel de santé, on est aussi des artistes. Je pense que pour Prenez certains... bien le micro en dessous de mon menton. Donc, je disais qu'on était aussi des professionnels de santé, des gens qui sont dans l'artiste, on est aussi dans l'artisanal. Donc notre métier, on a besoin d'être libre dans ce qu'on fait. À partir du moment où vous étouffez une profession, il n'y a plus d'envie. On n'a plus forcément envie de faire le beau produit. On est vraiment en train juste de payer les charges. Et ce qui se passe aujourd'hui actuellement, c'est notre profession qui est en train d'étouffer. Et c'est parce qu'on spécialise qu'on arrive justement à respirer aujourd'hui. Et j'invite justement à tous les opticiens de voir justement, de prendre leur liberté et de choisir leur propre voie, quoi. Et pas se la faire dicter. Donc vous parliez de produits, nous allons justement en parler. Monsieur Martin, quel est votre cœur de cible ? Mon cœur de cible, ça va être les 30-50 ans. Et c'est ce que j'observe majoritairement depuis le début. Et après, c'est surtout des gens qui vont passer le pas de porte, puisque déjà ils trouvent une originalité, quelque chose qui leur tape à l'œil. Ils trouvent peut-être le magasin curieux, mais ça leur donne envie de rentrer. Et du coup, moi, je leur mets à disposition des lunettes qui vont être créatives, forcément. Donc, c'est des gens qui vont vouloir des choses jolies. Donc, vous liez l'optique au cinéma, on l'a bien compris. Donc, quel type de monture proposez-vous ? De tout type, puisque au cinéma, on voit des montures rétro, on voit des montures ultra-modernes. Donc, je peux proposer les lunettes de Martin Scorsese, les lunettes d'Audrey Hepburn. Après, bon, c'est pas vraiment le cinéma, mais les lunettes de Steve Jobs, qui est quand même une icône, on va dire. Donc, ou celle de Le Corbusier. Monsieur Moza, vous, c'est donc le vrai vintage. Comment dénichez-vous vos stocks ? C'est des réseaux que j'ai d'abord constitués au fil du temps en voyageant dans les grands berceaux de la lunette, que ce soit le Jura, en Italie dans la vallée du Cadore et même aux États-Unis. Et ensuite, maintenant, j'ai acquis une notoriété dans le domaine qui fait qu'on me joint régulièrement. J'ai moins besoin de me déplacer pour me proposer des stocks entiers de lunettes. Alors après, il y a des choses valables, des choses moins, et je fais le tri. C'est un métier différent, on va dire. On voit justement là des produits à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors là, ce que vous voyez, je pense, en premier plan, ce sont des Ray-Ban fabriqués aux États-Unis à Rochester par Bausch & Lomb. Donc c'est
C'est entre guillemets pour les amateurs les vrais Ray-Ban. Là, c'est un modèle de Savile Row. En fait, c'était la marque Ilford Alga, qui était une marque anglaise, celle que portaient à l'origine les Beatles, enfin John Lennon. Une Ray-Ban célèbre, ça c'est le modèle shooter avec des verres emblematiques, des verres qui s'adaptent à la lumière et à la température. Donc ils sont bleus quand il fait froid et bruns quand il fait chaud, et jaune la nuit. Une monture qui aurait très bien été dans le magasin de Monsieur Martin également, puisqu'on aurait reconnu le film derrière. Exactement, je craque sur ces montures. Je crois qu'on va bien s'entendre. Je pense. Et donc, quelle approche avez-vous du produit, Monsieur Moza, avec vos porteurs ? C'est ce que je disais au départ, c'est une approche très personnalisée. Si les gens sont... alors au départ, j'oublie un petit peu les concepts classiques, les standards de beauté. L'objet peut être porté complètement de manière transgressive, beaucoup plus comme un accessoire, ou effectivement s'oublier. C'est un petit peu, il faut s'adapter à la demande de la personne, à sa personnalité. Et en termes de prix, il y a vous une en grande avez variété. pour tout budget ? Oui, parce que en fait, les lunettes vintage, j'ai eu la chance quelquefois de récupérer des lots très importants à des prix très bas, donc je peux en faire profiter aussi la clientèle pour avoir des prix d'appel. Et donc on a des lunettes anciennes qui ont 40 ou 50 ans et qui démarrent à 80 € la monture. Monsieur Martin ? Oui, c'est toujours compliqué, je trouve, de fixer un prix sur les modèles vintage. Moi, j'en vois quelques-uns et c'est vrai que c'est la partie compliquée, je trouve. C'est la rareté. Enfin, moi, je reste fixé sur la rareté et puis le prix d'achat, évidemment. Oui, bien sûr. Monsieur Bergonnier, je vous voyais opinier du chef également. Non, mais le prix, c'est quand même aujourd'hui la priorité numéro 1 de tous les opticiens. Et donc, c'est vrai qu'estimer le prix d'une monture qui a 50 ans, déjà, on en voit certaines qui sont toutes neuves, on ne sait pas leur donner de prix. Hein. Donc, j'admire beaucoup ce qu'il peut faire. Hein. Après, on peut en échanger 3 neuves contre une ancienne, peut-être, non? Donc cette émission est très interactive. Je vous rappelle que vous pouvez également poser vos questions en direct sur notre chat, sur Twitter, et on peut également faire circuler un micro dans la salle si vous avez des questions. Monsieur Bergonnier, donc, vous le disiez tout à l'heure, votre offre en optique de sport est beaucoup plus large. Comment choisissez-vous les montures que vous rentrez en magasin? Il faut leur efficacité. Ça, c'est donc dénicher parfois des petits fabricants. Je travaille beaucoup. J'ai pas mal de modèles qui sont issus de gens qui ont développé un produit spécifique pour un sport parce qu'ils sont myopes et puis il arrive un moment ils en avaient marre de casser leurs lunettes et ils ont fabriqué quelque chose conçu pour. Alors c'est des niches évidemment, c'est des produits très pointus. On en a pour le surf, on en a pour le squash, ça c'est des produits disons sur des niches, c'est pas avec ça qu'on n'en vend pas des dizaines par jour. Alors on est actuellement en train de naviguer d'ailleurs sur votre site internet. On voit les marques que vous proposez en magasin. Quels sont vos critères de qualité ? Le critère de qualité, c'est le client qui est content. Et, pour le sport, évidemment, il y a la solidité. Hein, ça, c'est quand même primordial, parce que dans tous les sports, il y a des contraintes mécaniques qui sont relativement importantes. Il y a l'adaptabilité optique, puisque les contraintes optiques sont très variables d'un sport à l'autre. Et donc, selon le client, selon son visage, c'est très important de pouvoir adapter son équipement, sa vision, à la lunette. Et ça, c'est un gros problème, puisque on commence maintenant à avoir des lunettes de sport dans différentes tailles, mais pendant très longtemps, on faisait avec un modèle unique. Donc il fallait adapter, c'est notre savoir-faire, de l'adapter à tous les visages, que ce soit un gamin de 12 ans qui veut faire du surf ou un Américain de 100 kilos qui veut faire également du surf et donc pas forcément le même visage. Donc tout ça sont des thématiques qu'on rencontre régulièrement. On est toujours confronté à ça. Chaque client est différent, évidemment. Et vous proposez également une gamme de produits annexes ? Alors, des accessoires ? Accessoires, non, ça c'est un autre métier, j'en ai eu fait. Il y a quelques accessoires parce qu'on travaille avec des marques qui sont un petit peu collector et qui proposent des produits qui sont très difficiles à trouver. Donc du coup, nous on peut les fournir, donc on a une petite clientèle, mais c'est vraiment anecdotique. On n'est pas du tout. Donc là, on est sur la page. Oui, quelle sorte de produits ? Non, oui, c'est des accessoires. Il ne faudra pas parler d'absents, les gens qui boycottent le Silmo, mais Oakley fait des choses qui sont, disons, assez, pas vintage, mais enfin dures à trouver. Donc il y a une clientèle qui cherche des produits du catalogue Oakley, et donc voilà.
l'heure. Bon, mais ça, c'est vraiment anecdotique. C'est plus... on a affaire à souvent des gens qui sont assez fans dans leur sport. Et dans chaque sport, il y a toujours des icônes. Et il y a des icônes en lunettes. Et donc, il y a des produits qui peuvent... bon, il y a des chaussures chez Adidas, chez Reebok, il y a des... chez Oakley, certains accessoires. Bon, donc, on essaye, si on peut, voilà. Mais c'est vraiment... C'est l'anecdote, ça. Hein. Mon métier, c'est de vendre des lunettes et faire des verres. Hein. L'optique avant tout. Ouais. Monsieur Nguyen, vous avez donc fait le choix de ne pas vendre de monture, uniquement des verres. Peut-on réellement s'en passer ? Alors, je me sens un petit peu seul d'un coup, là, parce que je vois que mes 3 voisins vendent des montures. Oui, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que clairement la monture c'est un achat coup de cœur. Donc les gens ils veulent acheter parce qu'ils ont vu la monture et les verres passent après. Donc la différence chez nous c'est on attire plutôt la clientèle par rapport au prix et sur le service. C'est pour ça qu'on a décidé de stocker les verres. Donc vous avez pris le risque finalement de perdre une certaine clientèle ? Je pense pas qu'on les a perdus. Moi, je considère plutôt que c'est un partenariat avec mes autres confrères qui s'occupent de ces gens-là qui veulent avoir une monture et des verres. Et moi, je m'occupe des gens uniquement qui ont envie uniquement de changer les verres. Et donc, comment avez-vous constitué votre offre en verre ? Comme un magasin classique, on a tout simplement une grille tarifaire et tout est clair et net, c'est-à-dire que les prix sont affichés en fonction de l'indice et en fonction des corrections. Vous faites optique et solaire, hein ? On fait optique et solaire. Très bien. Donc il y a le produit, mais il y a aussi le service en magasin. Monsieur Nguyen, vous proposez la livraison en 1 heure, je crois. Alors oui, sur certaines corrections, on ne va pas parler d'une autre personne que tout le monde connaît. Je suis différent quand même, c'est-à-dire qu'il y a certaines corrections où on ne peut pas clairement, donc on le dit tout de suite que c'est pas possible. Après, il y a des corrections simples, des simples myopies, de l'hyperopie. Là, oui, on peut faire en 1 heure parce que les verres sont stockés avec l'anti-reflet et sans anti-reflet. Et pourquoi être arrivé à ce délai ? Comment avez-vous calculé ce temps-là ? C'est le temps qu'un opticien peut faire justement un montage classique. On a une machine... On voit d'ailleurs les photos de l'atelier, oui. Voilà, on a une machine qui est assez performante, qui nous suffit largement pour faire les montages. Monsieur Martin, vous, dans votre magasin Vue d'Artiste, quel accueil réservez-vous aux clients ? Le plus mauvais qui soit. Non. Le but, l'objectif numéro 1, c'est vraiment que la personne ressorte avec quelque chose qui le mette en valeur. Voilà, avoir des lunettes d'artiste, c'est une chose, mais il faut bien les porter. Et je dirais c'est l'image du magasin qui porte sur le nez. Et donc il faut vraiment s'attacher à ce que ça lui aille au maximum, que ça le sublime. Voilà, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est ça qui lui crée la satisfaction. Vous avez aussi une histoire à raconter à vos clients par les montures ? Il y a toujours une histoire. Il y a toujours une jolie histoire liée aux montures. Parce que les montures, je ne les choisis jamais par hasard. Donc forcément, ça a tendance à les toucher. Et ce qui touche quelqu'un, en général, a tendance à le séduire. Monsieur Bergonnier, on sait que dans l'optique de sport, le service est très important. Comment ça se concrétise auprès du porteur ? Alors avant je voudrais rebondir, vous avez dit tout à l'heure allez-y, je vous en prie. qu'on perdait des clients. Vous avez fait allusion, du coup vous perdez des clients. On est tous condamnés à perdre des clients parce que évidemment on a une offre. Forcément, on aura forcément un modèle qu'on n'aura pas, enfin qu'on ne trouvera pas. Vous avez tous fait des choix. Donc voilà, et c'est l'erreur à ne pas faire, c'est de proposer un modèle, forcer la vente pour dire je vais la réussir et proposer un modèle qui n'ira pas. Que ce soit dans le vintage ou je pense dans le client qui vient chez nous, en tout cas, il vient chercher quelque chose de précis. Si on ne répond pas à cette demande, si on force la vente, on ne le reverra jamais. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Vaut mieux le client laisser repartir, il va réfléchir. Peut-être même parfois, moi ça m'arrive, il vient me voir, il me dit « j'ai vu ça sur Internet, qu'est-ce que vous en pensez ?» On en discute. Plutôt que de lui dire « prenez ça, et puis voilà, on a fait la vente », ça c'est zéro. On est sûr que le client ne sera pas content parce qu'on a l'expérience, on sait que ça ne marchera pas. Et donc du coup, on ne le reverra jamais. Il fera une pub très mauvaise au magasin, donc ça c'est à oublier. Donc il faudrait que nos confrères, je pense qu'il y a une chose que l'opticien doit apprendre, c'est savoir ne pas faire la vente qu'il ne faut pas faire. Il y a des ventes, il ne faut pas la faire. Il y a Monsieur des clients... Justement, je voulais rebondir sur ça. C'est que nous, dans la boutique, on refuse des ventes. Quand on voit que la monture n'est pas fiable, si on voit que justement elle est trop vintage, que j'ai pas forcément envie que mon opticien casse la monture pendant le montage et qu'on puisse pas la réparer, on refuse. Et si la personne n'est pas contente, il ira chez un opticien pour acheter une nouvelle monture où elle fera ses verres et ses montures chez lui. On n'a pas le monopole du goût ni des produits. Donc on préfère que le client soit satisfait. Voilà. Donc la qualité avant la vente et le prix. La qualité et le service avant tout.
Donc on parlait de service, justement. Bah, je suis désolé, hein, c'est Pas moi de qui souci, fais les questions. je vous en prie. Alors le service pour le sport, évidemment, c'est très important parce qu'une lunette de sport, elle est soumise donc à rude épreuve. Et évidemment, ça casse. Il n'y a pas la lunette qui casse pas, ça n'existe pas. Le verre qui se raye pas, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé encore. On ne désespère pas, mais enfin, ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, le client, dans tous les cas, est averti que sa lunette, c'est quelque chose de consommable qui va forcément avoir une durée de vie plus ou moins limitée selon le type de sport, selon le type d'activité. Et donc, hors de question de vendre, comme on voit parfois, des lunettes soi-disant incassables. Il n'y a pas de problème, allez-y. J'ai vu des lunettes cassées dans des états et bon, souvent le porteur était aussi bien cassé, hein, donc ça va de pair, mais en aucun cas, j'ai jamais vu quelqu'un me dire faites-moi arracher la garantie, le gars avec une tête défoncée, et forcément s'il y a eu de la casse, il sait pourquoi, et donc on est dans une autre relation. Le service, c'est de lui remettre le bon équipement et de lui proposer des choses d'encore plus solides ou de mieux adapter, enfin... Mais dans le choix également du produit optique de sport, l'échange avec le porteur est très important. Comment vous travaillez? Est-ce que vous proposez également à vos clients des prises de rendez-vous peut-être? Alors on travaille beaucoup sur rendez-vous parce que le problème essentiel du sport, si ce domaine s'est pas autant développé qu'on pourrait le penser, c'est qu'une vente sport, ça peut faire une facture de 200, 300 €, mais c'est 1 heure. Je ne pense pas que beaucoup de nos confrères soient prêts à passer 1 heure pour une ordonnance à 300 €. Hein, donc en plus, il faut 1 heure si on ne fait pas de réfraction. Si en plus on a une réfraction à faire, ça peut être un peu plus long. Donc c'est quand même une autre démarche que la vente qui se fait couramment dans des grands centres où en 10 minutes on a vendu une paire de progressifs avec une belle lunette, il y en a pour 1 500 € et on a passé 10 minutes. Là évidemment on n'est pas du tout sur le même timing. Donc la relation avec le client n'est pas la même et l'approche n'est pas la même parce qu'on parle beaucoup plus du sport que de la lunette. La lunette, elle vient au dernier moment. Moi, je veux savoir ce que mon client va faire avec. Quand un client me dit je suis cycliste, des cyclistes, il y en a de toutes sortes. Il y a le cycliste qui fait du Vélib tous les jours, qui va faire ses 1000 bornes dans l'année quand même, donc qui est un vrai cycliste. Il faut connaître la pratique quotidienne. Voilà. Donc on a des tonnes de différentes activités et ça, il faut le cibler avant de proposer la monture. Si on dit vous êtes cycliste, prenez ça, on va dans le mur. Monsieur Moza, le conseil aux clients est très important. Avec le vintage, est-ce que vous avez des formations, vos équipes, peut-être en visagisme, par rapport au design, à la couleur? Oui, ça, dans notre équipe, il y a une jeune fille qui est maquilleuse de théâtre aussi, elle a sa petite société. Donc tout ce qui concerne la colorimétrie, elle a une contribution qui est très intéressante. L'approche, je pense qu'au niveau visagisme, ça, c'est la base dans notre métier. Hein. Il faut absolument qu'on ait un minimum de goût. Je pense que c'est du goût. Et ensuite, par rapport à notre métier, là, j'entendais que vous parliez de service après-vente. Nous, il y a tout cet aspect aussi qui est un petit peu plus délicat. Et oui, puisque ce sont des vieux modèles, voilà. Des pièces qui n'existent peut-être plus. Exactement, donc on doit assurer nous-mêmes notre propre service après-vente, ce qui fait qu'il faut qu'on réserve des pièces, que par ailleurs ces pièces-là, on sache faire certaines réparations qui n'ont plus cours. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'opticiens qui changent des charnières, qui font des soudures, qui font des collages à l'acétone, quasiment des greffes à l'acétone, quelquefois. L'aspect manuel est encore très présent dans vos boutiques, dans vos magasins. Mes collaborateurs sont préparés à ça, formés, et ça les intéresse. C'est des gens qui ont envie d'apprendre ça. Donc c'est un peu ce qu'on apprenait il y a une quarantaine d'années, où dans les magasins on faisait vivre longtemps les montures, les gens remettaient leur verre une dizaine d'années d'affilée souvent sur leur monture, parce qu'il y avait moins l'influence de la mode, des tendances, donc tant que l'objet était utilisable, donc ils étaient réparés un grand nombre de fois. On a d'ailleurs une question pour vous d'un autre Aquinote Franck qui demande quel est votre secret pour vous approvisionner en monture vintage. Je crois d'ailleurs que vous voyagez beaucoup à travers le monde. J'y ai répondu, voilà, il faut voyager, quand j'ai des connexions, là je pars dans 2 semaines aux États-Unis. Quand j'ai des connexions sur des stocks qui existent, je m'y rends, je les apprécie. Quelquefois c'est pour rien, quelquefois c'est pour une bonne opération pour moi. Voilà.
Et comment avez-vous fait connaître votre concept à Nice et puis maintenant à Paris? Au départ, j'ai travaillé avec... D'abord, le premier magasin, il avait une situation très favorable au niveau du passage, des tourismes. Donc, on a eu une notoriété qui s'est faite assez vite déjà sur la ville de Nice. Ensuite, quand je suis venu sur Paris, j'ai pris une attachée de presse. Et le concept a plu, donc on a eu énormément d'audience, de presse, de télé. Ça nous a permis de créer un volant de clientèle qui était séduit par le concept. Monsieur Nguyen, le risque avec Bar Optical, c'est que quand vos clients auront envie de changer de monture, ils iront certainement chez un de vos confrères. Comment faites-vous pour fidéliser vos porteurs? On les fidélise pas. Ça me dérange pas qu'ils aillent justement chez un confrère pour faire des verres et des montures, c'est le jeu. Comme je considère que quand ils viennent uniquement changer des verres, ils viennent chez moi. C'est ce que j'explique. J'ai beaucoup de clients qui me demandent pourquoi les verres chez nous sont beaucoup moins chers. Je leur explique justement que chez un magasin d'optique classique, comme qui est déjà existant, la personne prend déjà 1 heure, voire même 2 heures pour certains cas, une vente, juste pour la monture. Ça se paye, c'est du conseil, c'est du service après-vente, il y a beaucoup de choses. Vous avez le tiers payant et un stock de montures, souvent les gens oublient, mais ça coûte très cher, ça coûte 40 000 €. Et c'est pas juste avec la vente d'une monture que vous arriverez justement à racheter d'autres collections ou vous trouvez justement des nouveaux stocks de vintage. C'est les verres justement. Les verres permettent d'avoir une trésorerie. Vu que nous, on n'a pas de trésorerie, on n'a pas besoin de les vendre aussi cher. Ça ne veut pas dire que les opticiens qui sont nos confrères volent. Ça veut juste dire qu'ils ont beaucoup plus de charges, beaucoup plus de stock à générer. Et je considère que c'est normal qu'à un moment ou à un autre, ils changent leur monture. Et je suis le premier à les inviter à aller chez des opticiens qui travaillent correctement à la monture pour faire leur monture et les verres. Mais est-ce que vous avez peut-être imaginé faire des partenariats avec d'autres opticiens ou des fabricants de montures? Fabricants de montures, oui. Partenariat avec des opticiens, c'est un peu délicat. Ça va être dur de leur dire cette année vous allez faire des verres, l'année prochaine vous en ferez pas. Non, c'est aux clients de décider. C'est au feeling. Il y a des clients qui vont apprécier le personnage, d'autres pas. C'est pas à nous de décider. Les gens sont libres. Enfin, je crois qu'ils sont libres. Je l'espère en tout cas. Je crois pas, mais bon. Monsieur Martin, vous êtes devenu un lieu de vie incontournable également dans votre quartier, puisque je crois que vous organisez beaucoup de soirées, des transcriptions de films, des soirées de concerts. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, quoi de mieux que la musique et le cinéma pour faire vivre un magasin. On peut y trouver beaucoup d'inspiration, donc à travers la musique, on fait des concerts. À travers le cinéma, on fait des diffusions de courts-métrages. Oui, donc c'est ce qu'on voit là actuellement en photo. Voilà, donc l'idée c'est de rassembler des gens autour par exemple de films qui peuvent être faits par des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une grosse salle pour présenter leurs petits films qu'ils ont dans leurs valises. Et justement, plutôt que de les laisser dans les valises, je leur propose ma salle, qui est modeste mais accueillante, et du coup eux ils trouvent leur intérêt, et puis pour moi c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres personnes. Monsieur Bergonnier, en optique de sport, on a aussi la possibilité de s'appuyer à des associations ou des clubs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé sur Paris ? Alors, les clubs, non, parce que c'est très difficile. Là, c'est une démarche purement commerciale, et la thématique des clubs, c'est impérativement d'avoir un fournisseur qui va fournir un équipement avec un meilleur prix que leur vendeur habituel. Je m'occupe de porteurs de lunettes, chaque cas est différent, donc je peux absolument pas faire un prix à chacun, sachant que j'ai passé 1 heure avec chaque, c'est pas jouable. En plus, la clientèle parisienne, si on reste sur mon secteur principal, est une clientèle très sportive, mais également très individualiste, qui utilise peu les clubs. Les structures de clubs ne sont pas très riches à Paris. On se met dans un club juste pour avoir une licence, pour accéder aux compétitions ou à certains événements, mais ils ne sont pas très actifs dans le club. Après, j'ai une activité parallèle au sein des fédérations, où là, je suis dans certaines fédérations au niveau des comités médicaux ou des personnes qui gèrent l'aspect médical des normalisations des sports. Quand une fédé fait appel à moi pour revoir les normes
exemple d'aptitude visuelle, on siège avec des médecins et donc là c'est une activité qui est vraiment sur le terrain. On va sur des compétitions, on analyse les problèmes particulier du compétiteur de haut niveau ou pas, parce qu'évidemment il y a des contraintes différentes selon le niveau du sportif, et donc ça c'est une activité qui est en marge, c'est du bénévolat évidemment, hein. Je ne suis pas rémunéré pour aller sur les pistes de moto ou sur les stands de tir, j'y vais parce qu'on me demande et parce que y a du boulot à faire, parce qu'il y a une forte demande, mais ça se limite à ça, parfois quelques conférences, mais c'est très difficile de parler d'optique, de sport, de manière généraliste. Chaque cas est différent. Donc je préfère qu'on vienne me voir, on en a pour 1 heure, 1h30, et puis là le client quand il part, s'il n'a pas acheté en tout cas, il sait ce que je peux faire pour lui. Donc, Monsieur Nguyen, on a une question pour vous d'un de nos aquinautes, Paul, qui se trouve à Amiens, qui demande, vous dites de ne pas fidéliser vos clients, comment viennent-ils chez vous ? Alors, fidéliser et venir, c'est quand même 2 notions différentes quand même. Donc, fidéliser, oui, on peut fidéliser en fonction avec le prix, parce que c'est des gens qui vont être axés sur le prix. Les gens viennent parce que c'est du bouche à oreille, ou c'est des gens qui ont, moi j'ai la preuve dans ma propre boutique, ils achètent avec leur forfait monture et lunettes dans ma boutique, et quand ils ont envie de changer juste une paire de verres, par exemple pour regarder la télé dans le cas des progressifs, on les envoie sur Bar Optical. C'est simple, les gens viennent en fonction de leurs envies, de leurs demandes. Ils ont envie d'une correction précise, ils y vont. Il n'y a pas besoin de pub réelle, quoi. Est-ce que vous avez peut-être contacté aussi des ophtalmologistes pour vous faire connaître ? Alors non, justement. Non, parce que ça serait aussi faire du tort à la profession à ce moment-là. Clairement, dire aux ophtalmos, oui, voilà, aujourd'hui vous pouvez changer que des verres, ça serait dire aussi que les autres opticiens sont trop chers. C'est pas le but, encore une fois, de Bar Optical, n'est pas le but de tirer une balle dans le pied de la profession, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. On a vu tout à l'heure le site de Monsieur Bergonnier, Opéra Vision Optique de Sport. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tous des sites internet d'ailleurs que j'ai pu consulter en amont, est-ce qu'aujourd'hui c'est une condition incontournable pour communiquer, pour se faire connaître aussi ? Monsieur Martin ? Me concernant, c'est utile. Je pense pas. Enfin, pour le moment, je le considère pas encore incontournable. Facebook fait son œuvre quant à la communication, et le site internet c'est plus un site vitrine, donc ça représente un petit peu le magasin, mais ça s'arrête là. Oui, donc vous avez aussi une page Facebook sur laquelle vous êtes très actif. Je crois qu'on va pouvoir la voir tout de suite dans quelques minutes. Voilà. Donc là, on navigue sur votre page. Qu'est-ce que vous postez ? Alors, ce que j'essaie de poster, c'est les événements, les articles dans les journaux, et puis les nouveautés. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu quand même pas mal de choses, pas mal d'événements, donc j'ai majoritairement posté ça. Ouais. Monsieur Moza, vous avez également un site internet et une page Facebook. Oui, aussi, oui. Alors, je ne m'occupe pas personnellement de la page Facebook, je reconnais. Vous avez une personne qui est dédiée à ça ? Oui, j'ai deux de mes collaboratrices dans chaque boutique qui adapte, qui communique. Et ensuite, on a donc le site qui, pour l'instant, est un site vitrine, mais dans quelques semaines, on va ouvrir un site marchand pour avoir une clientèle internationale. Les lunettes vintage. Étant donné qu'on se rend compte, que ce soit à Paris ou à Nice, on a vraiment notre principale clientèle est étrangère. On va essayer d'aller plus près d'eux avec un site qui sera ouvert depuis leur pays, quoi. Donc les gens pourront choisir leur monture sur le site. Voilà. Ils vous enverront peut-être une ordonnance et après vous ferez... Ça va être à mon avis plus facile dès le départ pour le solaire, parce que très souvent les montures qu'ils recherchent sont des montures qu'ils connaissent déjà, soit par leur histoire, elles appartenaient à quelqu'un de leur famille, soit c'est une référence dans les collections. Et puis après, il y aura aussi, effectivement, j'espère qu'on va développer le côté optique avec les ordonnances et puis les écarts pupillaires. Mais c'est plus, je pense, peut-être la délivrance de la monture et de la solaire. Alors, quand j'ai préparé cette émission, j'ai beaucoup circulé sur votre page Facebook, enfin vos différents sites internet et vos pages Facebook. J'ai d'ailleurs vu que cette année, Monsieur Moza, vous aviez eu le tournage d'une émission dans votre magasin parisien. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors là, c'est dû à plusieurs facteurs. C'est que le magasin est situé dans un endroit assez historique. Il est dans un passage couvert avec une verrière. Alors là, c'est devant le magasin de Nice. Ça, c'est à Nice. Oui, mais on a eu aussi des tournages à Nice. Donc là, c'était une série française. Et il y avait une petite scène. Alors en fait, là, le magasin a été transformé en bijouterie. La vitrine a été vidée, on a mis des montres. Et les acteurs faisaient il y avait une petite scène avec une série policière. Sinon, c'est vrai que plusieurs fois, que ce soit à Nice ou à Paris, on a eu des tournages de cinéma ou alors les gens du cinéma viennent à nous pour chercher un accessoire qui va être le reflet d'une époque où en général l'acteur vient et choisit la monture qui va convenir à son visage. Monsieur Nguyen, votre concept pose également la question de l'activité, économiquement parlant, j'entends. Au bout de combien de temps pensez-vous être rentable ? Alors, rentable pour l'instant, je pense qu'il faudra du temps, parce qu'on n'a pas assez de recul réellement pour savoir si les gens sont sensibles à acheter que des verres. Parce que contrairement à mes confrères, l'achat coup de cœur est assez important. Sur leur site internet, ils peuvent vendre en ligne des montures. Moi, je ne peux pas vendre des verres en ligne. Parce qu'il y a les prises de mesure. Voilà. Un verre, ça ne se vend pas, ça se conseille. C'est ce qui nous limite. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est encore de la communication. Et donc je pense que d'ici fin 2014, on aura beaucoup plus de recul. C'est soit on arrêtera, soit on va continuer. Monsieur Moza, vous avez ouvert votre premier magasin pour vos beaux yeux à Nice il y a 4 ans. Le deuxième a été ouvert il y a 2 ans. Est-ce que ça veut dire que ce modèle de magasin, ce type de positionnement est facilement rentable ? Facilement rentable, je dirais pas ça. Rapidement alors peut-être. Non, il a la rentabilité d'un magasin traditionnel, mais c'est un autre. L'intérêt, c'est qu'il offre une alternative qui n'existait pas ou peu sur le marché. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu pour ça que je pense que vous nous avez invités, c'est qu'on essaye de proposer, même pour les jeunes opticiens qui sont en début de carrière, un espoir de ne pas être fondu dans la masse des grosses structures et d'être plus ou moins à moyen terme condamné à disparaître quand on est un opticien indépendant. Monsieur Martin, vous souhaitez réagir ? Oui, je pense qu'on a tous des concepts qui, je pense, nécessitent un petit peu de temps pour se développer, étant donné qu'il y a beaucoup de bouche à oreille qui compte dans l'histoire. Donc le bouche à oreille, il faut le temps qu'il se fasse. Merci. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous auriez peut-être 1 ou 2 conseils à donner aux opticiens qui nous regardent ? Monsieur Bergonnier ? Je vais rebondir sur Internet, parce que moi, ça fait maintenant 17 ans que j'ai un site Internet où on ne vend pas. Et je pense que l'Internet, c'est un outil fabuleux pour notre métier, pour faire rêver, pour montrer aux gens les possibilités qu'ils ont, ce qu'on peut faire avec leurs yeux, alors, esthétiquement, sportivement, économiquement. Enfin, donc, je pense que l'Internet, l'avenir est là. Et de vraiment donner l'envie aux clients de pousser notre porte. Pour qu'on lui montre, moi j'ai un site internet comme vous l'avez montré, il y a même pas la moitié de ce que je peux proposer. Enfin, je mets quelques modèles emblématiques, mais le but c'est pas que le client choisisse sur internet, c'est qu'il vienne et qu'il découvre, mais il y a encore ça en plus derrière. Et alors là, justement, ça c'est de la surprise. Et là, le client est vraiment favorablement surpris. Alors que si on lui met tout sur internet, il a l'impression que le boulot est déjà fait. Et là, c'est la catastrophe. Donc, il faut les inciter à venir chez nous. C'est ça notre métier. Monsieur Nguyen ? Moi, je voudrais juste dire qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on soit des professionnels de santé. Parce que mine de rien, dans ma boutique, chaque personne qui rentre dans la boutique achète. Ce qui veut dire qu'on a encore la possibilité d'avoir du potentiel. Les gens n'ont pas peur d'avancer les fonds. Ce que je veux dire, c'est que nous, on ne fait pas de tiers payant. Je pense qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras par rapport à ce qui se passe économiquement actuellement. Dans une boutique où les gens peuvent avancer des fonds pour que des verres, donc je pense qu'on peut le faire ailleurs aussi. En tout cas, merci à vous 4 d'être venus sur ce plateau nous parler de vos concepts. On vous retrouve dès 16h pour une tribune libre consacrée à Essilor et aux verres spéciaux. Merci.